Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, Oui, c'est bon, oui. je vous entends très bien. C'est bon, c'est bon. D'accord. On a accusé un petit retard. On s'excuse pour cela. Mais nous étions en train de... Alors, je suis Déborah Kadi et je suis dans la ville de Wuhan. Je viens de terminer ma licence en business management. Je suis ivoirienne et je serai aujourd'hui votre MC. Alors, plus tard, nous allons aller droit dans le but du sujet parce qu'on est un peu en retard déjà. Ce soir, un peu entrecoupé. Je ne sais pas si c'est moi chez moi. Alors, origine le Cameroun. Son désir de l'a amené à sortir du cadre en 2019. Allô? Oui, allô? Allô, famille, vous m'entendez bien? Oui, là, ça va. Allô, 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 allô? Oui, là, on peut t'entendre. C'est bon? D'accord. Alors, je disais tantôt qu'en fin 2019, avec non seulement l'arrivée de la pandémie du COVID-19 et auquel notre oratrice faisait face en tant qu'étudiante non boursière et sans emploi, elle décide de suivre une formation en e-commerce. Formation à l'issue de laquelle elle a acquis les connaissances et stratégies nécessaires pour se positionner dans le secteur en professionnel afin d'apporter son aide à sa façon tout en ayant un revenu. J'espère que jusque-là, ça va et que vous m'entendez bien. Oui, oui. En s'imprégnant dans ce domaine qui relève aussi de l'entrepreneuriat, elle a vite compris, comme beaucoup d'entrepreneurs, qu'il fallait être solide pour tenir sur le temps et rester productif. Cela requiert d'être en équilibre. Et qui dit équilibre dit bien évidemment santé. Et c'est l'un des axes sur lequel elle met un point d'honneur. Un point d'honneur à faire prévaloir au quotidien grâce à son expérience médicale et personnelle. Toujours dans sa quête du mieux-être pour soi-même et en société, elle se penche également dans le domaine de la psychologie. Ce qui l'amène à écrire un livre intitulé « Faites tomber vos masques », qui est un livre dans lequel notre oratrice apporte des solutions pratiques aux multiples problèmes qui minent notre société, hommes et femmes concernés. Et ce livre est paru le 6 juin 2022, donc c'est très récent. Et notre oratrice est prise par l'amour de l'entrepreneuriat, met sur pied Rise Clothing Brand, qui est une marque de vêtements. Il faut noter qu'elle est aussi cofondatrice de Real Sourcing Agency. Notre oratrice d'aujourd'hui nous entretiendra sur comment faire face à sa personnalité en tant qu'entrepreneur. Vanires Dombo, si vous êtes connecté, vous pouvez prendre place. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô, allô?
Allô, je vous Oui, reçois. allô? Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok, bonsoir à tout le monde. Ça va? Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Oui, on vous Ok, Bonsoir, entend. bonsoir, ça va? d'accord. Alors, je m'excuse tout premièrement pour le retard que nous avons accusé. Il me fallait préparer ce que je vais présenter aujourd'hui, vu que je n'ai pas eu assez de temps pour le faire plus tôt. Donc, nous allons y aller tout de suite. Monsieur Rice va partager. Je ne vais pas reprendre du temps pour me présenter, vu que cela a déjà été très bien fait par Madame Déborah, que je remercie. Donc, nous allons directement aller au vif du sujet. Monsieur Rice, ça va? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, ça peut aller. OK. Alors, le thème de ce soir, c'est faire face à sa personnalité en tant qu'entrepreneur. Et nous allons plus particulièrement échanger sur le cas des personnalités tirées du livre Faites tomber vos masques, dont je suis moi-même l'auteur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, ou du moins je trouve important, qu'on puisse aborder le sujet alors qu'il s'agit d'entrepreneuriat et on vient parler de personnalité? C'est parce que très souvent, nous avons cette impression, et je l'ai dit dans ma précédente présentation, très souvent, nous pensons que le fait d'être entrepreneur, ça veut dire on cherche des solutions, on se fait de l'argent. Pour certains, ce n'est que d'abord de l'argent et ensuite, on résout peut-être un problème à côté et puis on s'arrête là. Or, sur notre cheminement, nous rencontrons souvent beaucoup de problèmes et ces problèmes-là peuvent avoir des origines psychologiques qui sont liées à notre personnalité que nous pouvons nous-mêmes ignorer. Et c'est un frein et ça fait que nous n'allons pas apporter les solutions que nous voulons comme nous le voulons. Slash. Alors, c'est quoi une personnalité tout d'abord? Une personnalité, c'est un ensemble de traits caractéristiques d'une personne qui influence ses pensées, ses émotions dans des situations différentes et qui vont le pousser à avoir un certain type de comportement. Et c'est cela qui va faire son individualité, son unicité en tant qu'être humain. Donc, dans la personnalité, on retrouve également des traits biologiques. Sauf qu'après qu'on soit né, la génétique laisse place, ou du moins, elle est désormais associée au contexte dans lequel on vit, aux situations qu'on traverse et à l'environnement dans lequel on évolue. Slash. Donc, en psychologie, il y a plusieurs personnalités, mais pour le coup, nous allons principalement parler de 5 types de personnalités ici qui, à mon sens et au sens de plusieurs autres psychologues, relèvent directement d'un certain nombre de blessures qu'on peut vivre au cours de l'enfance. On peut les vivre très consciemment et savoir que ça m'a blessé par tel parent, par tel enseignant, par tel adulte que j'avais près de moi lorsque j'étais encore tout petit. Ou tout à fait inconsciemment, on se dit on n'a pas de problème, on avance, sauf qu'on a certains blocages qu'on n'arrive pas à comprendre soi-même. Et ici, nous allons donc parler des 5 types de personnalités, dont le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant et le rigide. Slash.
le fuyant. Nous allons commencer par le fuyant. Le fuyant, c'est une personne qui, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, c'est une personne qui a vécu des situations de rejet. Il peut avoir été rejeté par ses propres parents. Et quand je parle de rejet ici, ce n'est pas que l'enfant est né et peut-être on l'a abandonné ou on lui a dit « je te rejette ». Ça commence souvent même dès la conception. C'est-à-dire qu'une femme qui tombe enceinte alors qu'elle ne veut pas de cet enfant, il est possible que l'enfant porte déjà cette blessure-là dès le ventre. Ici, je m'en vais déjà attirer beaucoup l'attention aux dames qui sont ici aujourd'hui avec nous, parce que c'est très important et on ne tient vraiment pas ça en compte. Pourtant, ça peut suivre une personne pendant toute sa vie. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui peut commencer dès la conception. Ensuite, au cours de la grossesse, il y a des enfants qu'on essaye d'avorter et qui ne sortent pas. Je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, mais des enfants qu'on essaye d'avorter, par exemple, c'est des enfants qu'on rejette en quelque sorte. Des enfants dont le parent lui-même ne prend pas assez soin de lui pour la mère, ou alors qui vit une relation très conflictuelle, très disharmonieuse avec son conjoint, donc le mari ou simplement le père de l'enfant. S'il y a des violences et tout ça, l'enfant ne se sent pas accepté puisque, quoi qu'on dise, l'enfant, il vient des deux, il ne vient pas d'une seule personne. Et avant que vous ne soyez peut-être en train de vous demander, mais pourquoi je viens nous parler de ça? Nous sommes là, nous sommes entrepreneurs et nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons eu des parents, nous avons encore des parents. Donc, c'est pour ça que nous échangeons sur ce sujet aujourd'hui. Et également, après la naissance, jusqu'à peut-être c'est 1 an ou un peu plus, l'enfant peut continuer de vivre des situations de rejet. Il y a des parents qui ne s'empêchent pas, qui ne se gênent pas à dire au visage de leurs enfants, toi, je ne sais pas ce que tu fais là, je ne sais pas, tu es venu détruire ma vie, par exemple. Il y a énormément de parents qui disent ça, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, beaucoup en Afrique parce que c'est notre contexte, on le connaît bien, et partout dans le monde. C'est vraiment de partout qu'on peut rencontrer ce genre de choses. Ça fait que très jeune, l'enfant commence à adopter ce comportement de fuyant. C'est quelqu'un qui a tendance à détaler. Dès que quelque chose ne va pas, il a tendance à fuir. Or, en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir être assez tenace pour faire face aux situations. Et on rencontre donc de ces entrepreneurs-là qui abandonnent tout le temps. Tout le temps, ils sont dans un nouveau projet. Tout le temps, ils sont dans un nouveau projet. Ça peut avoir des raisons. Peut-être c'était le mauvais projet, mais quelque part, il faut aussi regarder, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans notre propre personnalité? Parce que je dis, si une même chose se produit dans ta vie, bon, quand on est enfant, on ne sait pas, mais quand on a déjà atteint les 25 ans en montant, si une même chose se produit dans ta vie, 1 année, OK, on peut accorder. Mais au-delà de 3 ans, et que tu ne te poses pas de questions, je pense que, sincèrement, c'est toi le problème. Il est important de commencer à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que chaque fois, voilà ceci qui se produit? Il peut y avoir des personnes autour qui sont à l'origine, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part de responsabilité dans les situations de ta vie? Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu abandonnes tout le temps tes projets pour X ou Y raison? Est-ce que tu as tendance à fuir dès qu'il y a une situation qui ne marche pas comme tu avais prévu? C'est-à-dire, tu conclus quelque chose avec un client, peut-être une vente, et qu'à la suite, le client n'est pas satisfait. La première tendance que tu as, c'est à fuir au lieu d'essayer de voir comment convaincre le client pour rétablir votre relation, pour rétablir le mésentendu tout simplement. Donc, c'est des choses à voir dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, très généralement. Donc, c'est ça qui va le pousser à toujours fuir et il ne se sent pas vraiment capable de faire les choses. Ce qui rend d'autant plus sa vie d'entrepreneur difficile, vu que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le voie bébé, comme je disais. Slash.
Slash. Allô? OK. Le dépendant. Ici, le dépendant, c'est une personne également qui, lui, la blessure dont il a souffert, peut-être, parce que ce n'est pas toujours le cas. Comme j'ai dit, on peut avoir souffert très clairement d'une chose dont on est bien conscient. Par exemple, un enfant dont les parents l'ont abandonné, ce n'est pas quelque chose qui va aller, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il a été abandonné, ça a été très clair. Par contre, à côté, il y a des enfants dont les parents sont présents, ils vivent dans la même maison, mais l'enfant nourrit quand même quelque part un sentiment d'abandon. Peut-être parce que c'est un parent qui est trop occupé à son travail et qui ne prête pas assez attention à cet enfant-là. Peut-être aussi, c'est un enfant qui, il était déjà bien dans sa famille, tout allait bien, et puis il a eu un petit frère. Maintenant, le petit frère vient lui voler carrément ses parents. Donc, certains enfants considèrent ça comme ça. À côté d'autres enfants, ils seront fiers d'avoir un petit frère, mais certains autres, ils trouvent qu'on leur a volé sa place. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il construit ça et ça fait que tout le temps, il a besoin de s'accrocher aux autres, que ce soit dans une relation, que ce soit même dans ses activités entrepreneuriales. Il a cette tendance-là à absolument avoir besoin de l'avis des autres, à absolument avoir besoin du soutien de quelqu'un pour faire même les petites choses qu'il est normalement en mesure de faire. Et c'est aussi quelqu'un qui abandonne beaucoup ses projets également. Le dépendant, c'est quelqu'un qui abandonne également beaucoup parce que tout le temps, il joue la victime. Il joue la victime, ce n'est jamais vraiment de sa faute. C'est toujours à quelqu'un d'autre que revient la faute ou bien à la situation. Par exemple, le COVID est arrivé, il va trouver toutes sortes d'excuses. Bien sûr, ça n'a pas été une situation facile, mais il va trouver toutes sortes d'excuses pour expliquer les choses qu'il aurait pu faire malgré le COVID. Donc, voilà ce qui concerne le dépendant. Et c'est quelqu'un qui plonge aussi facilement dans les dépendances, que ce soit l'alcool, le sexe ou bien trop de travail. Il travaille au point de s'oublier. La seule chose qui compte pour lui dans sa vie, c'est son travail, ce qui fait qu'il abandonne les gens autour de lui. Et en tant qu'entrepreneur, comme j'aime bien le dire, on est aussi un ensemble. C'est l'ensemble de nos relations, l'ensemble de nos activités, l'ensemble dans lequel rentre aussi notre santé personnelle qui fait qui nous sommes et qui fait que nous pouvons apporter les solutions que nous apportons. Au cas contraire, on se ment un peu et on fait un peu du comme ci, comme ça, qui n'est pas vraiment ça, parce que dans l'accomplissement, on peut avoir fait des choses, mais au fond de soi, on se sent vide. Et je trouve que ça, c'est vraiment, c'est la partie la plus triste, d'avoir fait des choses alors que soi-même, on ne se sent pas digne de cela. Slash. Le masochiste. Le masochiste, c'est une personne aussi qui a vécu souvent ou qui vit encore des situations d'humiliation beaucoup plus. Donc, ça a commencé peut-être aussi dans l'enfance, mais comme je l'ai bien précisé, pour le rejet, c'est celle-là qui commence même à la conception. Mais les autres, c'est au fur et à mesure de l'âge, avec l'activité de l'enfant qui commence à évoluer, que certaines autres se mettent en place. Donc, le masochiste, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'humiliation. Et parlant d'humiliation ici, il faut savoir que avec 5 enfants différents, ils peuvent avoir peut-être un parent décédé. Un autre va sentir comme si son parent ne l'aimait pas assez pour pouvoir rester avec lui. Donc, il va se sentir rejeté. Un autre aura le sentiment que son parent l'a abandonné et que même Dieu ne l'aime pas. Un autre aura honte carrément. Donc, il n'ose pas dans une conversation, pas juste parce qu'il veut rester discret, mais parce qu'il a honte de pouvoir dire peut-être devant les autres que là, je n'ai plus mon parent ou je n'ai plus mes parents, ils sont partis plus tôt. Il a carrément honte de cela, il a honte d'être orphelin. Pendant qu'un autre va se sentir trahi. Ça, dans sa tête, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas son parent? Donc, c'est la révolte chez un autre. Et donc, le masochiste, pour revenir à lui,
c'est une personne qui généralement met toujours et toujours les autres au devant. Il n'y a aucun mal à aider une personne, mais dans son cas, c'est à son détriment. Oh, bon, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici, je vais juste te dire ça. Même dans la Bible, on dit, enlève d'abord la paille de ton œil avant de regarder la poutre dans l'œil de ton frère. Ce qui fait que si tu n'es même pas en mesure de voir comment tu pourras aider quelqu'un, et ça fait mourir beaucoup de business parce qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils sont en entrepreneuriat alors qu'ils sont en train de faire du service social. Ou bien, je ne sais pas, de l'humanitaire. Il n'y a rien de mal à faire de l'humanitaire, mais à toi de définir ce que tu fais. Quels sont les besoins que tu as pour que ton business évolue. Et quand tu voudras faire un budget ou bien mener d'autres activités qui auront un but social ou humanitaire, tu le feras à côté. Mais le masochiste, il a du mal à comprendre ça. Il mélange tout et il met toujours et toujours les autres en priorité à lui-même. Ce qui fait qu'au final, et j'aime beaucoup rire à ça. Non, ne passe pas encore. J'aime beaucoup rire à ça parce que il y a énormément de personnes là-dehors qui se plaignent. Moi, je fais toujours du bien aux autres, mais pour finir, on est ingrat. Certaines personnes ont même sorti une phrase là, le merci du chien, c'est le caillou, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on t'a aidé et ensuite, tu te retrouves dans la mauvaise posture alors que c'est toi qui as aidé et tu mériterais qu'on soit reconnaissant avec toi. Et le masochiste, c'est la personne qui se retrouve beaucoup dans cette situation. Il faut savoir que dans le fond, il n'est pas mauvais, mais il n'aide pas pour aider, il aide pour avoir le sentiment d'avoir quand même de la valeur. Puisqu'il se sent humilié, il ne se sent pas assez capable, il ne se sent pas assez valorisable. Du coup, c'est seulement en mettant les autres devant qu'il pense que les autres vont le valoriser. Or, il montre déjà lui-même qu'il ne mérite pas cette valorisation. Il ne mérite pas d'être valorisé. Et c'est comme ça, donc, par effet d'énergie, parce que la vie, c'est énergie, il va attirer des situations où on va l'humilier, des situations où on va le rabaisser. Et c'est comme ça, il continue à le croire. Et en tant qu'entrepreneur, comme je l'ai dit, ça fait mourir son business. Et voilà. Slash. Le contrôlant. Le contrôlant, lui, c'est une personne qui a vécu beaucoup plus de la trahison. Il a le sentiment d'être trahi, donc il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance à qui que ce soit, même à ses partenaires. Et il a cette tendance-là à vouloir contrôler les autres. Justement, c'est normal. Si une personne ne fait pas confiance, c'est normal qu'elle veuille absolument contrôler pour être sûre qu'elle ne va pas se faire trahir. Et en faisant ça, finalement, généralement, elle se retrouve dans la position de la personne qu'on trahit. Et là, je lui ai dit quelque chose, puisqu'il est aussi jaloux, forcément, si tu passes ton temps à vouloir contrôler et tout, à vouloir être le meilleur, à vouloir être trop vu, je lui dis, à être la personne sur qui est toujours portée l'attention, ça fait que forcément, tu es jaloux quand il y a quelqu'un à côté qui semble seulement, même si ce n'est pas la réalité, avoir mieux que toi, connaître mieux que toi. Et cette phrase aussi me fait rire. Vous allez m'excuser, je passe beaucoup de temps à rire. C'est que le jaloux, c'est quelqu'un qui joue en fait pour perdre. Être jaloux, c'est quoi? Ça veut dire, je m'attends à ce que ceci se produise. Mais finalement, ça sert à quoi que tu sois là? Si c'est déjà à ce que tu ne veux pas, c'est à ça que tu t'attends. Puisque tu es dans la présomption de que c'est ça qui va arriver. Et donc, le contrôlant, c'est ces vilains défauts qui font qu'en tant qu'entrepreneur, il peut avoir beaucoup de difficultés. Premièrement, c'est le fait de souvent se surestimer. Mais en réalité, il manque beaucoup de confiance en lui. Et pour pouvoir garder cette apparence de personne forte, il finit par rabaisser les autres. Et en rabaissant les autres, ça fait qu'au fond, après, il a un peu de culpabilité.
Et comme il a déjà de la culpabilité envers lui-même et qu'il ne peut pas le montrer face aux autres, ça fait qu'il va répéter. Donc, ce qu'il a à faire, c'est juste rechercher comment regagner confiance en lui. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a vécu de la trahison. Et ici, on va se demander, mais comment est-ce qu'un parent a bien pu trahir son enfant? C'est de différentes manières. Ça peut être un parent, par exemple, qui a trompé son partenaire et que son enfant sait. Il développe comme ça, inconsciemment ou très consciemment, une sorte de haine qu'il ne peut pas souvent avouer, parce que c'est la partie la plus difficile d'avouer que oui, là, je me sens contrariée. Là, peut-être c'est mon père qui a trompé ma mère, donc je me sens trahie par les hommes, par exemple. Ce qui fait que chaque fois que je vais aller en business et que j'ai un homme en face de moi, que j'ai plutôt une femme en face de moi, je vais être tellement méfiante que ce client-là va finir par fuir. Chaque fois que je vais avoir des partenaires de travail de ce sexe-là dont je me méfie beaucoup, je vais toujours avoir un comportement à les rabaisser. Si c'est peut-être ma mère qui a plutôt trompé mon père et que je considère que toutes les femmes, c'est entre guillemets des, je ne dirais pas le mot, alors ça fait que je vois les femmes comme ça. Donc, même mes partenaires de travail, il y a de la facilité à ce que je les perçoive comme ça et ça n'arrange pas tes relations de travail, ça n'arrange pas tes activités entrepreneuriales parce que tu vas gâcher des contrats, tu vas gâcher des collaborations juste en voulant toujours avoir le contrôle, en voulant toujours être celui qui a le dernier mot. Donc, voilà. Et puis, il aime beaucoup la compétition. Il aime beaucoup la compétition et comme il aime la compétition, il se dit qu'il faut absolument être parfait. Oh, la perfection dans la dimension de vie dans laquelle on est. On peut être excellent, on peut être très bon dans ce qu'on fait, mais perfection en tant que telle, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'atteignable dans cette dimension de la vie où nous sommes. Or, en voulant trop être perfectionniste, il finit par ralentir parce qu'il repousse. Non, on va le faire demain. On va faire jusqu'à ce que ce soit exactement comme ça. Ce qui fait qu'un travail qu'on aurait pu avancer à un certain niveau en 6 mois, on se retrouve une année après parce que chaque fois que son collaborateur lui dit voilà, je ne sais pas si c'est le boss ou bien si c'est un collaborateur à égal, voici, on a fait ceci. Il va dire non, c'est à reprendre. Non, c'est à reprendre. Toujours, et ça le ralentit ainsi dans ses projets. Le rigide. Le rigide ici, c'est généralement un enfant qui a vécu des situations que lui-même a jugées injustes ou bien qui ont été réellement injustes. Et pour exemple, ça pourrait être un enfant, voilà, un aîné, donc un premier-né d'une famille, par exemple, qui devait absolument s'occuper de ses frères à l'absence de ses parents, ou bien juste parce qu'il était le plus grand, il avait un certain nombre de responsabilités dans la maison. Ça fait qu'au fur et à mesure, il n'a pas le temps de vivre sa vie d'enfant et de grandir progressivement. Il passe directement à une certaine étape. Et si dans son environnement, tout n'est pas vraiment harmonieux, il n'y a pas beaucoup, comment je vais dire ça? Il n'est pas dans un environnement aimant, avec beaucoup de bienveillance et que chaque fois, les parents l'écoutent et lui parlent aussi. Ça fait qu'au fur et à mesure, il se construit une sorte de carapace qui fait que pour lui, tout doit être correct. La différence entre lui et le contrôlant, parce que lui, il aime aussi que ce soit correct. Lui aussi, il aime contrôler. Mais la différence avec le contrôlant, c'est que le contrôlant, lui, c'est pour se faire voir. Il faut qu'on sache qu'il sait bien faire. Il faut qu'on sache qu'il est là. Alors que le rigide, il veut que ce soit droit. Peu importe, même si ce n'est pas lui qui est en avant, il veut que ce soit absolument bien droit. Et c'est une personne souvent qui, en tant que parent ou en tant qu'enfant, au fur et à mesure, il semble ne pas avoir d'émotion. Donc, même au travail, s'il faut prendre une décision, comme on le dit souvent, même en tant qu'entrepreneur, on doit être logique, on doit être réaliste et tout, mais des fois aussi, on agit avec l'intuition.
Et ça marche aussi très bien parce que d'ailleurs, l'intuition, si on a appris à l'écouter, elle ne nous ment pas trop. En tout cas, elle ne nous ment pas souvent tant que ça. Mais c'est une personne, cette partie-là, ça ne marche pas parce qu'il ne s'écoute pas. Il n'écoute pas ses besoins. Il a pas mal, que ce soit physiquement, émotionnellement, il est carré. C'est une personne carrée et c'est comme ça, souvent aussi des parents qui vont être aussi carrés avec leurs enfants. Je connais j'ai un ami, il me racontait une fois comment son père l'a jamais frappé. Mais rien que son regard le terrorise jusqu'aujourd'hui. Il tend vers la trentaine, mais rien que le regard ou la présence de son père le terrorise. Tellement le monsieur, il est carré. En fait, quand il a dit une chose, il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est donc cette partie de froideur-là qui peut aussi souvent gâcher des contrats pour le rigide, qui fait aussi qu'il ne saura pas se remettre en question, ou alors qu'il va même trop se remettre en question parce que des fois, il pense ne pas mériter ce qui lui arrive. Quand quelque chose arrive, il veut à tout prix savoir d'où est-ce que c'est venu. C'est-à-dire qu'on lui fait un cadeau. Déjà, il n'aime pas les cadeaux. Il n'aime pas trop les cadeaux. Parce qu'il sait que cadeau, ça veut dire que moi-même, je te dois en retour. Et du coup, il évite. Il veut pas en fait, il n'aime pas les attaches émotionnelles puisque lui-même, il refuse de se connecter à ses propres émotions. Et il se compare tout le temps aux autres, ce qui fait qu'il se sent davantage mal. Et son caractère de perfectionniste fait que tout le temps, il est en train de regarder, est-ce qu'il a fait mieux que tel? Pour lui, ça compte énormément. Est-ce qu'il a fait mieux que tel? Le but n'est pas pour lui de s'améliorer seulement, mais de faire mieux que l'autre. Et ça, c'est une forme de suicide dans nos vies que tout le temps nous poursuivons. Slash. Bon, nous allons continuer beaucoup plus en discussion. Vous allez devoir intervenir. Ici, j'ai dit, il ne sert à rien de faire l'autruche. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, l'autruche, c'est vrai que c'est une expression empruntée parce que l'autruche, en réalité, quand elle met la tête sous le sable, c'est pour regarder son nid dans lequel il y a ses œufs. Mais nous, en tant qu'êtres humains, quand nous faisons l'autruche, c'est généralement pour fuir nos problèmes. C'est pour ne pas voir qu'il y a un quelconque danger ou bien un quelconque problème qui va demander que nous acceptions notre responsabilité dans la chose pour pouvoir le résoudre. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne sert à rien de faire l'autruche. Si jamais il y a des personnes dans le chat ou bien dans la présentation d'aujourd'hui qui se disent, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de traumatisme. J'ai une dame, la première chose qu'elle a dit dès qu'elle a vu le livre, c'est « Ah, il faut que mon mari lise ce livre. » J'ai demandé « Ah, toi, tu as déjà trouvé le lecteur pour le livre et toi-même? » Elle me dit « Non, moi, je n'ai pas de traumatisme dans ma vie. » Oh, il faut savoir que je n'ai pas voulu lui poser cette question, mais j'allais lui demander « Qu'est-ce que tu fais avec lui en fait? » Le simple fait que tu sois avec lui et que tu trouves qu'il a beaucoup de choses à régler, ça montre qu'il a des comportements au quotidien. Mais toi-même, tu as fait comment pour arriver dans cette relation-là? Puisque chaque chose, c'est nous qui les attirons. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 70%, c'est nous qui les attirons par inconsciemment ou non, généralement inconsciemment, parce que si on en est conscient, forcément, on prend la responsabilité et on change. Et donc, cette présentation, c'est une sorte d'interpellation. Si jamais quelqu'un a décelé un petit quelque chose qui pense que ça pourrait le concerner, la discussion est ouverte, nous pouvons en parler. Vous pouvez directement poser vos questions et on va en discuter. Alors, merci déjà pour, c'est Déborah qui a dit, encore moi. Merci déjà pour toutes ces présentations. En tout cas, ça me parle beaucoup et ça permet de connaître au fait quel type de personnalité nous avons. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible pour une personne d'avoir tous ces petits aspects en lui, en fait? Est-ce que quelqu'un peut être à la fois fuyant, dépendant
masochiste, contrôlant, rigide et tout. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. C'est possible d'avoir tous ces traits-là en fonction. On peut avoir les 5 traits, on peut avoir les 4, on peut en avoir 4, 3 ou 2 ou un, mais généralement, au moins 2, généralement. Donc, c'est-à-dire que les personnes les plus OK. équilibrées, quand je suis en train de parler là, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on les découvre et tout, on se rééquilibre. On ne va pas tout changer en un seul jour, Mhm, mais on se rééquilibre. Parce que une chose que je n'ai pas forcément mhm. dite là, il y a plein d'autres détails que je n'ai pas dit. J'ai écrit tout un livre, donc c'est que même sur notre aspect physique, ça se voit. Est-ce que tu comprends D'accord. ça? Oui, sur notre présentation physique, ça se remarque très bien. Et même avec les Chinois, j'ai pris le temps d'observer ça. C'est, en fait, c'est incroyable. La première fois où je suis allée dans une école, Quand l'école vous... des enfants, Mhm, j'ai eu mhm, à observer ça aussi chez les petits enfants. Ils mhm, avaient dans les 1 an à 3 ans, je ne sais pas, dans leurs écoles là, où ils enseignent l'anglais. Et mhm. je pouvais remarquer tel enfant, et même dans leur attitude pendant le cours, tu voyais ça très clairement, très, très clairement. Sauf qu'en grandissant, Oh, on peut camoufler, on peut mhm. cacher, par exemple, bon, pour être plus terre à terre, par exemple, le fuyant, ça va être très rare, tu ne verras pas souvent. Ça peut arriver s'il a plusieurs blessures ou bien si à un moment de sa vie, il décide de changer un certain nombre de choses. Un fuyant, tu le verras rarement, ça sera quelqu'un de très costaud ou de gros. Généralement, non. Le fuyant, c'est quelqu'un qui a tendance à, qui a tendance à vraiment se recroqueviller sur lui-même et ça se montre sur son corps. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une Oui. personne va avoir une attitude de fuyant alors que physiquement, il n'est pas tout petit, il n'a pas le corps qui semble vraiment vouloir fuir? C'est qu'il a plusieurs blessures. Et maintenant, celle qui est la plus présente, c'est celle-là qui s'exprime. D'accord, OK. Mm. Pareil Donc, pour quand vous parlez de présentation physique, ouais. allez-y, allez-y, allez-y. Oui, donc je disais par exemple, le dépendant, c'est une personne qui va aussi avoir une partie de son corps comme ça qui est trop petite, qui semble, en fait, une partie qui montre que non, il faut de l'aide. Et généralement, ça va être un peu les pieds. Tu vois, tu vois un jeune homme, Ah, tu vois d'accord, un jeune homme OK. qui est tout grand, en haut, comme ça, il a l'air quand même un peu bien fort. Mais sur les pieds, il est vraiment trop Mhm. petit. Je ne dis pas que les pieds moyens, non, mais vraiment petits. Et les pieds qui semblent faibles. Donc, quand tu D'accord. regardes, tu es étonné en fait que ses pieds puissent le porter. Ça peut aussi être des signes d'une blessure d'abandon. Pour le masochiste, généralement, et les femmes le savent très bien. Toi, par exemple, aujourd'hui, Déborah, je ne sais pas si tu es mariée ou pas. Je ne vais pas savoir si tu es en couple, mais supposons que tu n'es pas mariée, n'est-ce pas? Hmm? Oui, j'écoutais. Voilà. Ah, Donc, non, non, supposons non, pas encore, pas encore. voilà, tu n'es pas mariée, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux comme tu peux. Et après, tu te maries, tu as désormais la responsabilité d'abord de prendre soin de la maison, de prendre soin de ton mari, de prendre soin des enfants, de travailler. Et rien que ça explique pourquoi la grande majorité des femmes, je ne suis pas en train de dire ici, hein, les hommes, il ne faut pas dire que j'ai dit que je justifiais les femmes pour leur bon en point et tout ça. Je ne suis pas en train de justifier. Mais voilà en quelque sorte quelque chose qui fait que beaucoup de femmes, on se plaint, mais elles se sont laissées aller. Le laisser aller, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une personne qui passe sa journée dans le lit? Très peu. Sinon, c'est ce fait-là de passer le temps à s'occuper de tout, 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 et de s'oublier soi-même. Et souvent, on pense que, ah, elle a pris du poids, elle devrait manger moins. Et elle-même, elle est étonnée de ne pas manger tant que ça. Mais dès que toujours,
ronde ou grosse ou bien plus de poids qu'avant. Mal Pourquoi? entretenu et tout. Et le corps, lui, ne ment pas. C'est ça le problème. Il ne ment pas. On peut faire tout ce qu'on veut. Le corps, lui, il ne sait pas mentir. Si tu mens peut-être 1, 2, 3 ans, au bout de 5 années, il va commencer à te dire que ça ne va pas. Et si c'est le poids, tu vas prendre. Si c'est une maladie, tu vas prendre. Et il y a aussi même des maladies qui touchent différents types de personnalités, beaucoup plus que d'autres personnes. Les gens dépendants, par exemple, ils ont beaucoup de maladies, d'urgence. Les gens qui tout le temps on a peur. Les enfants dont on a peur tout le temps parce qu'il fait une crise à tout moment. C'est un enfant, il veut attirer l'attention. Il veut que sa mère reste là. Tu ne bouges pas. Et en grandissant, quand il comprend qu'à l'heure, si tu continues ce que tu fais là, on va t'abandonner dans la maison. Il se sent obligé finalement de grandir, de prendre un peu de force. Mais ceux chez qui c'est des trop efforts. voilà, et il grandit. Certains enfants, même, on les voit jusqu'à 10 ans. Il a l'air d'un enfant de 5 ans ou de 8 ans. Et c'est quand il atteint 15 ans qu'il grandit. C'est parce qu'il a compris qu'à ce moment-là, même ses camarades d'âge vont l'abandonner dans le quartier. Donc, il n'a qu'à grandir pour quitter là-bas. Et voilà un peu. Ok, j'ai une autre question avant de passer à la question de M. Ben. Dans quelle catégorie est-ce qu'on peut classer une femme c'est-à-dire une femme peut-être de 25 ans, qui réfléchit encore comme une petite de 15 ans? Dans quelle catégorie de toutes ces personnalités est-ce qu'on peut la classer? Et c'est dû à quoi? Qui réfléchit? Qu'est-ce que tu veux dire, qui réfléchit? Parce qu'il y a des enfants de 15 ans qui réfléchissent comme des personnes de 40 ans Je veux aussi. dire le niveau de maturité. Le niveau de maturité dans ses faits et gestes, dans ses attitudes. Elle n'a pas l'air de 25 ans. C'est-à-dire, quand on la voit au premier coup d'œil, on se dit, ah, elle a peut-être 18 ans, même la morphologie et tout ça, elle a peut-être 18 ans ou 17 ans. Ce retard-là, il est dû à quoi? Est-ce à cause des traumatismes qu'elle a vécus dans le passé ou c'est quoi? Bon, je vais préciser quelque chose que en tant j'ai que dit. Psychologue, quoi. Bon, je ne suis pas encore, il ne faut pas me donner des titres. Hein? je vais dire quelque chose que j'ai dit un peu subtilement tout à l'heure, c'est que une blessure, on peut l'avoir consciemment ou inconsciemment. Et ce n'est pas toujours que le parent s'est forcément mal comporté vis-à-vis de son enfant. Tu comprends? Parce que tu peux avoir des blessures. Le parent lui-même, en tout cas dans mon cas, mes parents, c'est clair. Même s'ils ne savent pas, c'est clair en tout cas. Ma mère, elle a lu le livre et elle a dit, c'est comme si je parlais d'elle. Pourtant, moi, je n'ai prononcé le nom de personne dans le livre. Mais bon. Bon, parler d'elle dans la partie où elle s'est sentie concernée, bien sûr. Il y a, quand on a déjà au préalable un certain nombre de choses à pouvoir régler. Et l'objectif de devoir régler ces choses-là, c'est de parvenir malgré tout à s'aimer soi-même et à évoluer dans la vie. Et quand je parle d'évoluer dans la vie, c'est dans tous les aspects de ce que tu fais et dans tous les aspects de ce que tu es. Donc, que tu sois chrétien, pas chrétien et tout, si tu arrives à t'aimer comme tu es, si tu es intime, si tu es gros, si tu es trop mince, combien de fois on a vu des filles, par exemple, ou bien des personnes trop minces, bon, à leur goût et aussi à la normale médicale aussi, trop minces, mais qui mangent beaucoup et qui ne prennent pas de poids et qui sont complexés par ça et qui cherchent à faire toutes sortes de choses pour à tout prix prendre du poids. Peut-être ce serait bien qu'elles prennent peut-être c'est bien, mais tant qu'elles n'auront pas fini de s'accepter avec ça, même après la prise de poids, il y aura problème. Pareil avec les personnes qui sont aussi en surpoids ou bien obèses carrément. Si elles n'ont pas réussi à s'aimer d'abord elles-mêmes avant de voir maintenant l'aspect de leur corps physique, même après la perte de poids, devant son miroir, elle se sent grosse. En toute chose, elle se sent grosse et son mal-être continue, même si elle a perdu 20 kilos. Et il y a énormément de personnes là-dehors comme ça. Il suffit de les observer vraiment ou bien de discuter avec eux. Tu verras, ils vont te lancer quelque chose dans une conversation qui va tout dire.
et eux-mêmes, ils n'auront pas conscience qu'ils viennent de le dire. Donc, pour la fille qui ne bon, pour les personnes qui ont tendance à avoir une sorte de retard de croissance, maintenant, il faut voir ces retards de croissance de quel degré. Il y a des familles ou bien des endroits où les gens sont très petits, donc on ne peut pas forcément dire que cette personne, s'il y a un retard de croissance, si on le prend et on le met ailleurs. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais oui, c'est souvent la suite peut-être d'un traumatisme ou d'une blessure d'abandon ou de rejet. Les personnes qui sont vraiment très chétives, voilà, c'est chétif que tu voulais dire. Chétif, il a l'air de n'avoir pas fini de grandir. Alors que tu as quelqu'un qui a la même taille à côté, peut-être 1,60 m, qui a l'air très bien. Mais lui aussi, il a le même 1,60 m et il a l'air d'être vraiment qui n'a pas fini de grandir en fait. Donc, c'est souvent oui, aussi... en fait même dans la réflexion, même concernant le niveau maturité, au fait, même quand la personne s'explique, la personne donne son avis sur un sujet, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de 15 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de cas. Pourtant, la personne peut avoir 30 ans, 45 ans même, voire. Bon, je pense que là, c'est un peu un autre cas. C'est un peu un autre... En fait, c'est une autre figure si on Dimension. veut voir psychologique. Ça ne rentre pas vraiment trop dans notre cas ici, même si ça peut s'expliquer parce que normalement, en grandissant, comme je t'ai dit, on est là, peu importe ce par quoi on passe. L'objectif, c'est qu'on arrive à s'aimer malgré ces choses-là, malgré comment on est ou bien ces choses-là qu'on a vécues. Et quand on n'y arrive pas, on reste bloqué. C'est pourquoi certaines personnes, tu vois quelqu'un de 30 ans, c'est comme un adolescent. Il passe son temps à faire des chuchotements, mais lui, il a Oui, quelque chose. Il est simplement bloqué. oui, justement. Il ne se sent pas encore capable de faire le pas pour grandir. Donc, il est resté bloqué à son adolescence. Ok, je comprends mieux. D'accord. On va prendre, déjà, merci d'avoir répondu à mes questions. On va prendre la question de Monsieur Ben. Il demande quels sont les remèdes pour ces différents genres de pensées. Comment Bon, je n'ai peut-être pas eu le temps de redéfinir quelque chose parce que ces personnalités, comme je l'ai dit, ça ne veut pas simplement dire qu'on est là dehors, on est tous mauvais. Une fois qu'il y a des personnes bien équilibrées, des personnes vraiment bien équilibrées, et ça va se voir même dans leur tenue. Bon, je ne parle pas de tenue vêtements, je dis dans la façon dont elles se tiennent. Elles sont vraiment bien équilibrées la et même dans posture et tout. voilà, et dans leur comportement au quotidien, dans leur attitude intérieure, parce qu'il y a ce que tu montres aux gens qui est ton comportement, et puis il y a ton attitude intérieure, qui est donc la motivation à faire ce que tu fais. Tu vois, il y a des personnes qui passent le temps à être joyeuses, elles sourient avec tout le monde. C'est une personne pleine de vie. Mais le soir, chez elle, elle passe le temps à pleurer parce qu'elle est seule. C'est quoi le problème? Donc, elle essaye de faire semblant. Elle fait semblant en montrant à tout le monde que non, tout va bien dans sa vie et tout, alors que au fond, elle ne supporte pas la solitude. Et la solitude ici, ça peut être qu'il s'agisse de vie amoureuse, de vie amicale ou de vie familiale. Des gens qui veulent tout le temps qu'il y ait une présence. Il y a cette copine-là qui ne peut rien faire sans que tu ne sois là. Elle ne peut pas aller, donc elle ne peut pas aller faire le shopping. Même si tu as examen, elle va finir, tu composes et puis vous allez aller faire le shopping ensemble. Ce n'est pas que vous êtes trop amis et que vous êtes des inséparables. C'est qu'elle ne supporte, peut-être, qu'elle ne supporte pas quelque part le fait de pouvoir faire les choses par elle-même, le fait d'être seule, tout simplement. Donc, pour la question de comment résoudre tout ça, il faut d'abord pouvoir identifier. Il faut d'abord pouvoir identifier. Quand on n'a pas identifié, on peut un peu tâtonner. On peut tâtonner, on peut avoir un bon coup de chance qui fait que certaines choses vont marcher. Mais toujours est-il qu'il faut identifier.
c'est automatique. Il faut identifier si on veut vraiment résoudre le problème à sa racine et évoluer. Évoluer pas seulement pour pouvoir s'en sortir dans les petits aspects comme peut-être ses activités entrepreneuriales, mais dans l'ensemble de qui on est et avoir le sentiment que oui, on évolue vraiment dans la vie. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans, pour ceux qui ont une quelconque pratique religieuse ou bien spirituelle, d'avoir le sentiment d'être une personne qui vraiment fait son chemin dans la vie, prend sa place dans la vie. Pour ça, il faut automatiquement identifier. Et quand je parle d'identifier ici, ça peut être des choses vraiment très louches. Très, très louches. Et très douloureuses surtout. Très, très douloureuses. Donc, Un exemple? Un exemple, voilà. Un enfant dont on a essayé d'avorter, par exemple. Il ne sait pas. On ne lui dit pas. Mais chaque fois dans sa vie, il passe, en fait, chaque fois qu'il est dans une relation amoureuse, on le rejette. Donc, même dans ses groupes d'amitié, il est le loser, en fait, de sa bande d'amis seulement. Il est, en fait, continuellement, c'est pourquoi j'ai dit le sentiment intérieur et ce que les autres voient. Les autres voient comme, ah, toi, tu es mou, toi, tu es introverti. Bon, être introverti, ça, c'est encore autre chose. Et tu as continuellement, même en étant assis avec les autres, on a l'impression que chaque fois que les autres parlent, on prend en compte ce qu'ils ont dit. Mais au moment où toi, tu veux parler, c'est au moment où on passe le micro. Au moment où toi, tu veux parler, c'est comme si personne n'a même compris ce que tu as dit, alors que toutes les remarques que les autres ont faites, on a tenu compte dans la partie de ce qu'on était peut-être en train de faire en groupe. Donc, comme je disais, si à un certain moment, on se rend compte que certaines choses se reproduisent dans la vie, se dit que c'est les hauts et les bas de la vie ou c'est la volonté de Dieu, je pense que c'est un peu une erreur et c'est juste décider de rester dans cette ignorance-là. Donc, un enfant, par exemple, dont on a essayé d'avorter, que ce soit une fois ou deux fois ou plusieurs fois, il est clair, il est très clair, il n'y a pas de demi-mesure à ça, que quelque part, même si c'est un peu, et pour que sa blessure soit petite, il faut qu'après sa naissance, ses parents l'aiment beaucoup, ou alors il soit entouré de gens qui vont beaucoup lui donner de l'amour, qui vont vraiment l'encadrer et le faire sentir qu'il en vaut la peine. Mais si par malheur, il a des parents qui sont banals, banals, en tout cas, s'il vit dans un environnement banal où on prête grandement attention à lui, sa blessure va s'exprimer. Sa blessure va s'exprimer déjà à un niveau considérable. Si encore plus, ses parents sont encore du genre, imagine la mère, par exemple, seule, la mère célibataire, c'est comme ça qu'on dit, et qui répète à son enfant tout le temps, moi, je serais peut-être en train de jouer ma belle vie, toi, tu es ici, je ne sais pas d'où tu viens, des choses comme ça. Ça fait que ça accentue la blessure de l'enfant. Et comme il est petit, ça va. La blessure, la plaie. Voilà. Il ne peut rien faire. Et il ne comprend déjà pas pourquoi sa mère lui répète ce genre de phrase-là. Il ne comprend pas. Maintenant, quand il atteint 15 ans, 10 ans, 20 ans, 24, 25, 30 ans, et qu'il doit se faire une vie. Déjà, dans ses relations de copinage, c'est du n'importe quoi. Il grandit, quand il s'agit de travail, c'est toujours n'importe quoi. Bon, il évolue malgré tout, parce que dans la vie aussi, on ne peut pas être statique. Si tu es vraiment statique, tu meurs, c'est tout. Ça, la vie n'aime pas les déchets. Elle élimine les déchets en quelque sorte. Donc, si tu arrives vraiment au point de déchet, là, la vie, elle t'élimine très facilement, que ce soit par maladie, accident et tout. Elle t'élimine, on quitte dessus. Donc, tu évolues comme ça et tu as ce sentiment-là. Maintenant que tu n'auras pas pris, si ta mère elle est encore vivante, le courage ou bien même avoir la conscience d'aller avoir une discussion avec elle en fonction de la qualité de votre relation. Si elle est ouverte, bien sûr, à juste lui demander comment tu as été conçue, comment elle était pendant ta grossesse. Si elle est ouverte, même si elle ne sait pas exactement pourquoi tu lui poses ces questions et qu'elle veut bien te répondre,
et qu'elle-même, elle est arrivée à faire un certain chemin parce que ce n'est pas toutes les mères qui vont dire, moi, j'ai essayé d'avorter. Ce n'est pas toutes les mères qui vont dire, moi, je ne voulais pas d'un enfant. Tu vois? Et une fois que tu sais ça, si jamais tu as ton parent ou bien ton grand-parent qui te dit, ta mère elle a essayé d'avorter et on l'a même seulement attrapé et tout, ça fait déjà l'information. Ça fait déjà que tu sais l'origine de ton rejet parce que ce n'est pas seulement les autres qui te rejettent, tu te rejettes toi-même et finalement, tu as un comportement de rejet. Quand les autres sont là, tu as tendance à vouloir te retirer. Et ça fait que tu montres aux autres en fait, que tu ne mérites pas d'être avec eux. Et forcément, hein, au bout d'un temps, ça se fait savoir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont finir par te rejeter pour confirmer ce sentiment que tu nourrissais déjà. Or, en n'ayant rien que cette information, ça peut tu peux te mettre en colère contre ta mère, te dire c'est une sorcière, elle ne t'a jamais aimé, finalement, la vie, ça ne vaut pas la peine. En fait, tu peux commencer à te dire ce genre de choses ou aussi te demander ce qui l'a poussé, elle, à en arriver là. Tu vois? C'est Si fort. tu as par exemple besoin, voilà, si tu as par exemple besoin de voir maintenant un psychologue, tu peux le faire. Si tu as besoin d'un cheminement, maintenant le cheminement, ton psychologue, il va t'accompagner forcément. Mais au-delà de ça, il y a des pratiques. Tu peux faire de la méditation. Si tu es déjà chrétien ou que tu ne l'es pas, tu peux aller dans une pratique spirituelle qui t'aide à t'apaiser. Parce qu'il faut se dire la vérité, beaucoup de gens sont pas en paix là-dehors. On peut dire autant qu'on veut, mais les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et ils ne sont pas en paix, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou Oui. mauvais, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ont du mal à s'accepter eux-mêmes. Donc, Monsieur Ben, premièrement, il faut savoir qui on est, d'où on vient. Et d'où on vient, il y a ces petits paramètres-là de qu'est-ce qui s'est passé avec les parents. Qu'est-ce que toi-même tu observes même chez tes parents. Qu'est-ce que tes parents ont vécu avec leurs propres parents? C'est fou, c'est fou comme chose. Et en tant qu'entrepreneur, bon, on peut se dire, ça va me servir à quoi? Mais si on regarde sur l'aspect de ta vie générale, on se rend compte que ce n'est pas une petite affaire. Alors, je me rends compte en fait qu'avant même de poser le pas de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une cure d'âme qu'il faut faire, vraiment un grand travail qu'il faut faire sur soi. Parce que si tu commences déjà avec toutes ces blessures-là, c'est pas sûr que tu arrives à bon port. Quelqu'un qui Combien a de laissé gens, un message. combien de gens Ok. simplement, pas parce qu'ils ont trop de dettes, mais parce Comment? que au bout d'un temps, ils ne supportent plus leur vie. Et tout le monde se demande, mais telle personne qui était pleine de vie comme ça, telle personne qui évoluait si bien, il avait tout pour être heureux. Mais vous savez rien, il n'était pas heureux tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qu'on vit foncièrement que les autres ne savent pas. On va prendre Monsieur Raïs Kadila qui a Ouais. une question à poser. Boss, tu peux poser ta question. OK. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. OK. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Vanires, pour cette présentation. Moi, j'ai juste une question. Euh, Comment, en tant que communauté des entrepreneurs, on peut arriver à créer un environnement où toute personne venant avec son background, des choses que nous ne connaissons pas, alors comment nous pouvons créer cet environnement où tout le monde peut se retrouver? Ça veut dire que tout le monde peut se sentir accepté, mais aussi tout le monde peut se retrouver sur un chemin de devenir meilleur que ce qu'ils étaient. Parce que, comme nous l'avons dit dans votre présentation, que ces choses peuvent influencer la vie entrepreneuriale d'une personne. Maintenant, nous, en tant que communauté, comment nous pouvons aider aux personnes qui ont la capacité d'entreprendre? Mais à cause de ces choses, par exemple, comme vous l'avez dit, c'est en dehors d'eux, c'est peut-être des choses qui se sont passées avant même leur naissance. Maintenant, comment peut-on créer un environnement où ils peuvent se sentir à l'aise pour se développer, mais aussi pour devenir meilleurs et enfin de faire croître, alors de faire réussir leur plan entrepreneurial ou alors leur business? Voilà un peu ma question.
Alors, merci déjà pour la question. Pour commencer, c'est important, l'environnement. L'environnement, bon, on est déjà en communauté, mais pour tout être humain, quoi qu'on dise, même les personnes qui peuvent le dire verbalement, je n'ai pas besoin d'amour, je m'en fous. Il y a des personnes qui le disent ou c'est pas mon affaire. Et quand je parle d'amour ici, il ne s'agit pas d'intimité amoureuse, homme-femme ou bien femme. Non. De Je parle pas de ça. Je parle, sexualité, ça. voilà. Je parle d'un environnement aimant qui fait que chacun se sente valorisé. Et pour que chacun se sente valorisé, il faut faire en tant que communauté, je pense, des activités inclusives, des activités qui font que chacun aura la capacité de s'exprimer de la façon dont il est. Donc, d'exprimer qui il est. Et quand je parle d'exprimer qui il est, ce n'est pas forcément par la parole, c'est dans ce qu'il sait le mieux faire, ce qu'il aime faire. Et qu'ensuite, cette chose-là soit mise en valeur, que cette chose-là soit reconnue. Puisque dans les différents types de personnalités, il faut savoir que comment dire, le fuyant, par exemple, lui, il a besoin d'être accepté. Il a besoin qu'on l'aime et qu'on l'accepte puisqu'il se sent rejeté. Le dépendant, il a besoin qu'on soit là pour lui, qu'il y ait de la présence. Le masochiste, il a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on sache que oui, il a fait ceci. Or, généralement, il continue de trop faire et il n'est pas reconnu. C'est ça qui lui donne cette position-là de masochiste, sachant qu'en faisant trop pour les autres, ça fait un peu souffrir. C'est pourquoi on appelle les gens on dit en fait que toi, tu aimes franchement souffrir. C'est ce genre de personne-là. Le contrôlant, lui, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de faire confiance, qu'on lui montre qu'il peut faire confiance et qu'on lui fasse également confiance en retour. Et le rigide, tout simplement, il doit pouvoir se reconnecter avec ses sentiments parce qu'une personne sans sentiments peut faire des choses très dangereuses. Par exemple, disons un violeur, par exemple, c'est pas une personne, on peut porter toutes les sortes de jugements qu'on veut, mais c'est une personne qui s'est coupée de ses sentiments parce que je vois pas comment tu fais un acte pareil pendant qu'une personne se débat et en tant qu'être humain, tu as un autre être humain devant toi qui crie au secours devant toi et tu es le bourreau. Vous voyez un peu, c'est être vraiment déjà parti. C'est ton corps qui est là, tu es déjà parti en fait. Donc, en tant que communauté, comme je le disais, c'est beaucoup plus des activités inclusives qui vont faire que chacun se sente reconnu et valorisé. Je pense que c'est la principale chose, puisqu'il serait un peu difficile de dire qu'on veut savoir qui a quoi et qu'on veut résoudre. À titre personnel, si quelqu'un pense avoir vraiment un problème particulier, effectivement, il peut aller chercher de l'aide ou bien demander de l'aide à quelqu'un de la communauté qu'il trouve capable de l'aider. On doit aussi être beaucoup à l'écoute les uns des autres. Ça, c'est des choses qui aident en tant que communauté, en tant qu'entreprise ou en tant que société, tout simplement. L'inclusion, l'écoute et un environnement aimant. Merci. Et la valorisation. Merci beaucoup pour ça. Je t'en prie, M. Rice. Okay. M. Nabila a levé la main. Il y a d'abord M. Ba qui a une question. Il dit, je lis, merci madame pour cette belle présentation enrichissante. J'ai une question. Bon, il y a des personnes qui ont tendance d'être parfaits en public et qui aiment souvent s'approprier du mérite des autres en public. Mais en réalité, quand vous les mettez à l'épreuve, ils ne peuvent pas faire grande chose. C'est quoi leur problème et comment éradiquer ce genre de comportement? Justement, ou ces gens-là qui aiment s'approprier le mérite des gens en public. C'est l'attitude du contrôlant, comme je l'ai dit. C'est celui qui veut se faire voir. C'est d'abord lui. Quand il arrive quelque part, c'est d'abord lui.
et il a tendance à rabaisser les autres. Et rabaisser les autres, il peut te rabaisser directement, verbalement, en te disant « tu ne vaux rien », en te disant « le travail que tu as fait est pourri, c'est à refaire ». Il ne va pas prendre la peine de regarder un peu et de dire « ah, bon, tu vois, là, on pourrait modifier ». Ça, c'est une façon de te dire que non, le travail n'est pas tout à fait acceptable, on ne peut pas avancer avec ça, il faut revoir quelque chose. Mais sans que tu ne te sentes Oui, avec rabaissé. les manières et tout. Et comme je l'ai dit, plus il souffre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des échelons. Plus il souffre, plus il va avoir tendance à écraser les autres. On pourrait croire que non, plus il souffre, il va se retracter. Non, plus il souffre, il va avoir tendance à écraser les autres. Une personne, les gens qu'on dit souvent, j'aime rire aussi à ça, les personnes qui disent qu'elles ont du caractère. Tu as du caractère et tu insultes les gens, c'est pas possible. Tu as du caractère, ça veut dire que tu as le caractère humain, tu as de l'humanité. Et donc, tu ne te permets pas de dire n'importe quoi à quelqu'un d'autre qui est semblable à toi. En fait, chaque chose qui sort de toi, quand tu ouvres ta bouche, tu dis au monde, voilà qui je suis. Bon, voilà, si vous pouvez retenir quelque chose aujourd'hui. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dis au monde, voilà qui je suis. Maintenant, qu'est-ce que tu dis aux gens au quotidien? Et en traitant les gens de toutes sortes de noms, d'oiseaux, ou bien en t'appropriant le travail d'autrui, c'est que tu ne te sens pas assez capable. Et comme je l'ai dit, le contrôlant, malgré sa position de contrôlant, que ce soit en entreprise ou en famille, en couple et tout, il veut avoir le dernier mot. Et pour ça, il faut qu'il rabaisse les autres. Parce qu'il n'y a pas une personne qui est vraiment, qui sait tout. Même si quelqu'un peut être un peu plus sage, entre guillemets, que les autres personnes de son groupe. Mais donner de la valeur aux autres ne réduit pas la sienne. Or, avoir cette tendance-là à rabaisser les autres veut dire qu'on ne se sent pas assez valeureux et on a besoin de prendre donc de la valeur aux autres pour se remonter un peu. Pardon. Maintenant, comment éradiquer ce genre de comportement? Si ça nous concerne nous-mêmes, il faut revoir comment on a construit ça parce que c'est une construction. Et au moins, quand il s'agit de la blessure de trahison et donc du comportement de contrôlant, c'est déjà dans les 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, ce n'est pas aussi jeune que les autres. Ça fait que c'est à cause de ce qu'on a vu autour de nous, ce qu'on a vu les adultes faire ou de la façon dont les adultes se sont comportés vis-à-vis de nous. Un père, par exemple, qui ment à son enfant tout le temps. Je vais t'acheter ceci, il n'achète jamais. Au fur et à mesure, l'enfant, il se dit non, il ne faut pas faire confiance. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui font confiance à personne. C'est parce qu'ils ont vécu ce genre de trahison-là. Qui ne dit pas, dans sa tête, il ne se dit pas forcément c'est parce que mon père me mentait ou ma mère me mentait que je suis devenue comme ça. Mais une fois qu'on commence à regarder ça, ils se rendent compte que voilà comment on a construit. Après, on a 12 ans, on a 15 ans, on a les petits, les premiers amours et tout ça, et tu as ton petit copain qui te trompe ou bien des choses comme ça. Ça fait que ça grandit et on transporte, on mélange toutes les vies. Une fois qu'on devient entrepreneur, on ne va pas séparer sa vie forcément amoureuse de ça parce que ça rentre dans notre personnalité. Et quand ça nous concerne nous-mêmes, l'optique est de regarder d'où ça vient et ensuite chercher à résoudre en prenant du recul face aux situations, en se remettant en question, de se demander, mais est-ce que je prends aux autres ce qui leur revient? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça me donne vraiment de la valeur ou je me fais juste une réputation ou juste de l'apparence? Est-ce que je veux continuer malgré tout comme ça? Parce que si on veut continuer comme ça, il n'y a pas de problème. C'est que je sais que personne ne pourra t'en empêcher. Jusqu'au jour où tu vas trouver l'homme. Comme on dit, derrière l'homme, il y a l'homme. Il y a quelqu'un un jour qui va te mettre à terre et ça risque d'être très chaud. Tu peux choisir cette option-là de continuer. Forcément, il y aura ton quelqu'un quelque part qui va te mettre bien. Ou alors de chercher comment t'apaiser, comment même souvent recommencer à rendre aux autres ce que tu leur as appris, que ce soit en termes de matériel, en termes même de valeur, par un travail que tu as acclamé qui était le tien alors que ce n'était pas le tien. Tu peux
trouver les moyens de remettre de la clarté dessus pour te débarrasser, parce que c'est une sorte d'énergie que tu es en train de porter. Et cette énergie-là, tu vas la payer tôt ou tard. Comme j'ai dit, tu vas trouver quelqu'un qui va te mettre à ta place. Et ce quelqu'un peut même être ton enfant, il va te mettre à ta place automatiquement. Ou alors, tu peux même faire que tes enfants vont devoir subir par rapport à ce que tu as fait. Maintenant, s'il s'agit de quelqu'un d'autre, c'est compliqué avec ce genre de personne. Parce que c'est la personne qui a tendance à être narcissique aussi, le contrôlant. Si c'est trop grave, s'il n'arrive pas à vraiment se tempérer, il devient narcissique. Et on sait que narcissique, c'est au travail, c'est en couple, c'est en famille, c'est partout. Et c'est homme ou femme. Et ce genre de personne, essayer de lui faire la morale, toi, de l'extérieur, c'est dangereux. S'il est lui-même allé chercher de l'aide, d'accord. Mais en étant peut-être la personne victime de ses mauvais comportements, essayer de lui faire la morale, ça ne marche pas. Parce que s'il pouvait t'écouter, déjà, il ne te ferait pas ce qu'il te fait. Donc, si c'est soi-même, il faut voir comment faire pour évoluer. Mais s'il s'agit de quelqu'un d'autre, apprendre à se mettre quand même en valeur malgré tout, apprendre à s'affirmer face à ce genre de personnes, parce qu'il choisit les gens. Quand il va dire tais-toi, tu te tais. Or, s'il te dit tais-toi et que peut-être prochainement il organise une réunion, tu ne viens tout simplement pas. Et quand il te demande pourquoi, mais tu lui dis que ça ne sert à rien de venir à une réunion avec lui durant laquelle tu ne peux pas t'exprimer. Ça ne sert à rien. Or, si tu continues d'accepter en pensant que il va quand même, alors qu'il a déjà fait 1, 2, 3 fois, il va simplement continuer à le faire. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. J'étais un peu longue. D'accord. On va donner l'opportunité à M. Nabila. Merci déjà pour la réponse. On va donner l'opportunité à M. Nabila de poser sa question. Et ce sera la toute dernière question que nous allons prendre pour ce soir parce que le temps est parti et il ne nous reste que 3 minutes. Alors, M. Nabila, vous pouvez poser votre question. Et merci bien, Déborah. Merci également à tout le monde. Et merci également à Dr. Vanires pour, voilà, en tout cas, c'était bien et ça donne beaucoup de questions et ça donne également envie de réfléchir à sa propre personnalité, personnellement, même s'il y a eu un tout petit peu de clash à mon égard, quoi. OK. OK, bon, bref. Oui, juste pour rigoler, au fait. Mais ma question, en réalité, c'est quelle est la meilleure personne alors? Selon vous, quelle est la meilleure personne alors? Comment est-ce qu'on peut se sentir meilleur? Et la deuxième question, c'est, par exemple, vous avez parlé euh, par exemple, des gens qui seront frustrés ou bien qui seront peut-être indirectement, comment dirais-je, qui vont éviter des conséquences des faits qui ont été peut-être en leur absence. Par exemple, les gens qui sont pas aimés depuis avant leur venue au monde, c'est-à-dire qui devaient être peut-être avortis, mais par la grâce de Dieu, qui sont venus au monde, mais qui ne le savent pas. Parce que dans la plupart du temps, peut-être que tu vas voir que ces genres de personnes ont tendance à devenir des personnes à succès, qui vont réussir, qui vont flamber, qui deviennent des miracles, etc., etc. Maintenant, ma question, c'est quoi? Alors, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène-là? Est-ce que ils seront atteints intérieurement sans que les autres le sachent ou bien comment est-ce qu'ils deviennent ces personnalités, ces grandes personnes et ces personnes aimées du public? Ça, c'est la deuxième question. Merci. D'accord. J'ai un peu oublié la première. Il a dit comment être une bonne personne, puisqu'on a cité 5 types de personnalités, de troubles de personnalité. Alors, il demande comment être la bonne personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne personne? D'accord. Bon, premièrement, pour être une bonne personne, je pense que ça, c'est quelque chose à mettre entre guillemets, parce que dire bonne personne, c'est un peu se dire la personne parfaite. Oh, j'ai parlé de personnes équilibrées. Maintenant, il y a des personnes
qui sont déjà équilibrés, qui grandissent dans un environnement qui comment je vais dire, qui les préconise en quelque sorte à grandir de façon équilibrée. Ils savent respecter les autres, ils savent se respecter, ils savent qu'ils ont leur place. Parce que, par exemple, le fuyant, ce n'est pas qu'il ne respecte pas les autres, mais il n'a pas le sentiment d'avoir sa place au milieu des autres. C'est quelqu'un qui va même souvent jusqu'à penser au suicide. Alors que le dépendant, quand lui il parle de suicide, il parle même déjà, il en parle. C'est juste pour faire des menaces aux gens. C'est juste pour menacer les gens. Si tu ne fais pas ceci, pour qu'on reste à côté de lui, quoi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'enfant qui passe son temps à faire des crises de maladies bizarres. Il aime faire peur à tout le monde tout le temps comme ça. Bon, ce n'est pas conscient aussi, ce n'est pas par choix, il se dit non, je vais faire ceci. Et donc, c'est d'apprendre à s'équilibrer et à s'aimer comme on est, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si M. Nabila comprend ce que je dis. C'est apprendre à s'aimer comme on est. C'est-à-dire, oui. Voilà. Il y a des enfants, par exemple, qui ont vécu l'inceste. Il y a des enfants qui ont, par exemple, on a manqué de les avorter et puis c'est seulement la grâce qui les a fait arriver sur Terre. Même s'il arrive à découvrir, par exemple, une telle chose et qu'il se rend compte qu'il a passé son temps dans sa vie à fuir, à essayer toujours de se camoufler derrière ceci, à essayer complètement toujours de fuir, de s'effacer chaque fois qu'il est dans un environnement, même en famille, pour peu qu'on fasse quelque chose. Moi, c'est toujours comme ça. Voilà comment il répond. On peut partager le repas s'il trouve qu'il y a une seule cuillère de plus dans le plat de son frère par rapport au sien. Il trouve que ça veut dire, il remet en question l'amour de sa mère pour lui. Ça peut aller jusqu'à ce point-là vraiment. Donc, la question maintenant, c'est d'arriver, OK, je n'ai pas complètement été désirée peut-être par mes parents. J'ai vécu un viol, une inceste, ou bien mes parents m'ont rejeté, ma mère m'a abandonné, je ne sais pas moi, dans la rue, ou bien un truc comme ça. Ou même le contrôlant, parce que le contrôlant, vu que ça part toujours aussi de ses parents, ou bien des personnes qu'il a eues autour de lui, d'arriver malgré ça, oui, j'ai vécu ça, mais je m'accepte comme ça. Et même quand il y a eu des séquelles physiques, donc malgré qu'il y a désormais des séquelles physiques pour certains, on arrive à s'accepter comme ça, à s'aimer comme ça. Et ça fait qu'au quotidien, on va vers les choses dans la vie. La personne, par exemple, qui était fuyante, elle va apprendre en quelque sorte à aller au bout. Donc, même quand elle a le sentiment qu'elle veut abandonner, elle va apprendre à aller au bout d'un projet qu'elle commence. Et comme ça, au fur et à mesure, ça fait qu'elle devient elle-même une meilleure personne. Et ça, ce n'est pas pour quelqu'un qu'elle le fait. Elle commence à avoir le sentiment d'être une meilleure personne. Les gens qui se dévalorisent tout le temps, « Ah, moi, ça ne vaut pas la peine. » Tout ça, là, c'est pour vous. Franchement, c'est vous qui êtes bien, des trucs comme ça. Quand tu arrêtes de dire ça, tu te décides simplement d'arrêter de le dire. Tu commences à moins le dire et au fur et à mesure, tu te rends compte que ce genre de langage est parti de ton vocabulaire. Et désormais, tu te sens mieux, tu te sens bien au milieu des autres, même si physiquement, tu es comme, on s'en fout en fait. Et en étant comme ça, en ayant de l'amour pour toi, c'est impossible. C'est impossible. J'utilise pas souvent le mot impossible, mais c'est juste impossible qu'en ayant de l'amour pour toi, tu n'en aies pas pour les autres. C'est impossible, tout simplement. Donc, penser qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour les autres sans en avoir pour soi-même, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge, c'est du rejet de soi-même. Ou penser qu'on peut avoir trop d'amour pour soi et pas pour les autres, ça, c'est encore une autre forme de mensonge. C'est un manque même de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et voilà tout, quoi. Mais s'aimer, c'est impossible de ne pas aimer les autres. On n'a pas dit aime ton prochain, on a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu penses que tu aimes ton prochain plus que toi-même, il y a un problème. Si tu penses que tu t'aimes et que tu n'aimes pas ton prochain, bon, là, maintenant, je ne dis pas d'aller embrasser ses ennemis. Déjà que pour avoir un ennemi, il faut accepter que la personne soit ennemie. C'est-à-dire, moi, je ne considère pas que j'ai des ennemis. S'il y a quelqu'un quelque part qui ne m'aime pas, c'est son problème. Moi, en retour, je n'ai pas besoin de ne pas l'aimer ou bien...
quoi que ce soit. Maintenant, la deuxième question, pour ces enfants-là qui ont eu une enfance ou bien qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et qui ont bizarrement beaucoup de succès, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que forcément ils ont un mal-être intérieur? Effectivement, il y en a qui vivent un mal-être intérieur. On le voit bien avec les stars, on le voit bien avec les grandes personnalités. Ils ont tout le temps des psychologues. Certains finissent par se suicider, certains finissent dédrogués. On le voit, ça, c'est pas caché. Maintenant, ceux qui peuvent, malgré ça, arriver à être équilibrés, c'est ceux qui, malgré ça, ont fini par s'accepter comme ils sont, avec ce qu'ils ont vécu, et qui ont décidé de prendre leur place dans la vie. Et prendre leur place dans la vie, c'est donc exprimer ce qu'ils savent le mieux faire. Ça va être peut-être un entrepreneur à succès, ça va être un grand chanteur, et qui est équilibré, parce que s'il ne l'est pas, il finit de chanter devant vous, et ça, les gens même deviennent amoureux juste parce qu'il a chanté, il a une belle voix et tout. Il fait un concert où il y a même 5 personnes qui vont se marier à la suite du concert. Et lui, il pleure tous les soirs chez lui. C'est qu'il n'a pas fini de s'aimer. Il n'est pas encore arrivé à ce point-là. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Et c'est parce que c'est difficile justement que ça prend du temps chez certaines personnes ou que certaines ne le feront même jamais. Ils ne prendront jamais ce pas-là. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. C'est des sujets assez longs. Oui, c'est vraiment long, c'est passionnant. On a envie d'écouter jusqu'à demain. Mais le temps est parti. On est tous déjà fatigués. Nabila qui dit, alors, et que pensez de vous? Que pensez-vous de si tu veux avoir les personnes autour de toi, il faudra être autour des personnes? Nabila, moi, je n'ai pas trop compris la question. Oui, au fait, ce n'est pas une question. OK, la question, c'est parce qu'elle a expliqué beaucoup de choses et quand j'essaie de relier un peu les commentaires, ça va peut-être à l'encontre de certains general speaking. Like, parce que par exemple, il y a des gens qui vont se dire, OK, voilà, sur les comments, de façon générale, sur les réseaux sociaux, tu vois le plus souvent les gens viennent avec des trucs comme quoi, si tu veux que les gens t'aiment, il faudra que tu aimes les gens d'abord. Donc maintenant, en ce sens, si tu veux que les gens soient autour de toi, il faudra être également avec les gens, ou bien autour des gens, ou bien auprès des gens. Maintenant, que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que ça doit être comme ça ou bien non? Bon, dans la notion d'amour, les gens, c'est quelque chose qui est souvent un peu mal compris parce que certaines personnes se disent que mon amour, moi, je l'exprime comme ci, mon amour, je l'exprime comme ça. Mais il n'y a pas une forme d'amour réel qui est au détriment de toi-même. C'est-à-dire, même comme on dit, l'amour fait souffrir et tout, non, c'est tes attentes qui te font souffrir. Tu t'attendais à ce que l'autre soit. soit. Tu l'as bien dit. Tu t'attendais à ce que l'autre fasse comme ça. Donc, il faut laisser l'amour en dehors de ça. L'amour, pour moi, c'est ce qui te... Tu es exubérant, tu es plein de vie, tu es bien, tout simplement. Et même si l'autre fait quelque chose qui peut être choquant, tu acceptes malgré tout. Et accepter ici, je ne veux pas dire approuver et garder certains types de personnes autour de soi. S'il y a un certain type de personnes autour de toi qui te bouffe ton énergie, et quand il s'agit d'énergie, c'est quelque chose que tu ressens. Tu ne sais pas pourquoi quand tu avais tel, après tu es fatigué. Tu ne sais pas pourquoi quand tu avais tel, tu as l'impression que la vie est un peu plus lourde. Bon, à toi de voir. Est-ce que tu vas élever ton niveau d'énergie au point où tu arrives à surpasser la présence de cette personne-là, ou alors tu vas t'éloigner de cette personne tout court. Et ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Tu peux très bien aimer et prendre une autre direction. Ça n'enlève rien à ton amour parce que le véritable amour, c'est d'abord toi. Sans toi, rien de tout ce que tu penses n'a d'importance. Sans toi, tout ce que tu dis, mon ceci, ma cela, mes réalisations, rien de tout ça n'existe sans toi. Rien de tout ça n'a aucun sens sans toi. Alors, autant mieux t'aimer et aller les faire. Et ça aura plus de sens pour toi-même et pour les gens autour de toi. Donc, pour dire que si on veut être entouré, il faut aussi s'entourer. Mais tu veux être entouré de quel genre de personnes? Parce que peut-être il te faut apprendre à t'accepter, à accepter la solitude. Parce que tôt ou tard, les autres ne vont pas caler là avec toi.
tôt ou tard, quelqu'un va devoir aller. J'ai vu souvent des gens, ils ne supportent même pas que sa femme aille travailler. Il y a des gens qui ont même quitté leur boulot parce qu'ils veulent être à plein temps collés à la personne peut-être qu'ils aiment. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu essayes de combler quelque chose. Et ça, il faut se l'avouer. Donc, si tu as besoin de présence, il faut voir quelle est la motivation derrière ton besoin de présence. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'avoir des gens autour de soi, mais quelle est la véritable motivation derrière ça? Et ça fera que tu seras libre, malgré que tu as des relations, tu es quand même libre et tu es autonome. Et tant que tu n'es pas autonome, tu auras cette tendance-là à être dépendant. Et quand tu es dans le manque, tu émets une énergie de manque et le manque, ça grandit. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta copine va te quitter seulement un matin comme ça ou ton copain va te quitter seulement un matin comme ça. C'est quelque chose que toi-même tu as émis et que tu ne comprends pas. Tu ne t'en es pas rendu compte. Or, en prenant conscience de ça au fur et à mesure, tu arranges les choses autour de toi et tu fais que la prochaine personne avec qui tu rentres en relation, tu sais ce que tu veux. Tu sais le dire, tu sais l'exprimer. Tu sais prendre en compte tes besoins et les besoins aussi de l'autre. Et là, tu as quand même plus de chances que les choses aillent de mieux en mieux que d'être désespéré. Comme j'aime dire, le désespoir est-il est désespéré. Donc, voilà. Il ne faut pas être désespéré en essayant d'entourer les autres pour espérer être en retour aussi près d'eux. Il faut aller vers eux parce que tu le veux, parce que vous avez des objectifs peut-être. Essayer de combler le vide. Voilà. Déjà, ton vide, personne ne peut le combler. Hein. Je suis désolée. Personne. C'est dur, mais personne ne peut combler le vide de quelqu'un d'autre. Tant que tu as des vides en toi, il faut voir d'où ça vient et qu'est-ce que je peux faire pour les combler. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour vos interventions. Merci, merci, merci. On est à la fin, il n'y a plus de questions. Allô, allô, vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. On vous entend. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Plus loin. Pour oui, on vous entend. Loin, le livre, il est disponible. D'accord. Alors, il y a beaucoup plus de détails de tout ce que j'ai pu présenter, beaucoup plus de détails. Et aussi, si quelqu'un a besoin d'une sorte d'accompagnement, je suis également disposée pour ça. Elle nous a quittés. Nabil a dit l'accompagnement, c'est à combien? À combien? On dit ça au Cameroun, tu as combien? Ok, je crois que nous avons perdu Déborah, je ne l'entends pas. Et ouais. Mais du moins, nous étions déjà en train d'accueillir. Alors, j'aimerais ici remercier Docteur et auteur Vanires pour cette présentation. Faire face à sa personnalité en tant qu'entrepreneur. Et personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des choses que peut-être comment nous avons grandi dans notre environnement forge en nous inconsciemment. Et ces choses. Oui, allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, il y a des mots là qui parlaient. Là. Alors, je disais, en tant qu'entrepreneur, il y a de ces choses par moments qui forgent un certain caractère en nous. Et ce caractère peut être nuisible à notre progrès, comme Dr. Vanires l'a très bien dit. Alors, j'ai aussi beaucoup appris concernant comment trouver cette balance. Ce n'est pas la course à la perfection, mais c'est la course à la balance parce que tout un chacun de nous est encore en train d'apprendre, en train de grandir. En tout cas, merci beaucoup. À l'équilibre. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Vanires, pour ça.
J'aimerais aussi remercier la participation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour être connecté ce soir sur Fronteniers. Comme j'ai toujours dit, Fronteniers, ce n'est pas Rice, mais Fronteniers, c'est tout un chacun de nous. Alors, continuons de faire de Fronteniers notre communauté. Et c'est justement aussi pourquoi je pose la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que communauté. Et j'ai beaucoup aimé comment Mme Vanres a donné des idées, des choses qui peuvent être faites. Alors, n'hésitez pas de faire de Fronteniers votre plateforme, votre communauté. Et même quand vous êtes dans le business, j'ai toujours dit, Fronteniers, c'est un groupe, une plateforme qui est ouverte. Faites-nous savoir vos business, faites-nous savoir comment on peut vous supporter. Nous sommes là en train d'acheter les livres de Dr. Vanres. Si vous n'avez pas encore eu votre copie, je voudrais en tout cas vous encourager à le faire. Pourquoi? Parce que c'est en communauté que nous pouvons grandir ensemble et que nous pouvons devenir meilleurs. Alors, si vous avez aussi vos autres produits, articles que vous aimeriez que les gens de la communauté Fronteniers puissent vous supporter, que ce soit en achetant, que ce soit en étant peut-être vos partenaires, n'hésitez pas à les faire savoir directement sur le groupe. Voilà pourquoi ce groupe existe. Alors, c'est avec ces mots que j'aimerais dire encore merci. Et à la prochaine, nous serons là dans 2 semaines à la même heure, même plateforme. Merci et toutes les bonnes choses chez vous. Merci beaucoup. Et merci à tous. Bisous, bye bye, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. Merci pour la bonne présentation. Merci également pour l'organisation et tout. Même si j'ai été clashé, bien sûr. Non, on ne te connaît pas, là. Ah, on ne m'a pas clashé, j'espère. Bon, je me suis senti. Surtout la partie où tu as dit, surtout la partie